Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, désormais disponible sur le bouquet Canal+, Afrique 573. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ils sont quelques 2,3 millions d'électeurs centrafricains à être attendus aux urnes le 28 décembre 2025 pour un quadruple scrutin présidentiel, législatif, régional et municipal. Un scrutin qu'une partie de l'opposition centrafricaine a décidé de boycotter pour cause le processus électoral serait totalement et complètement verrouillé par le président sortant Faustin Archange Touadéra, lui-même candidat à sa propre succession. Que dire donc du processus électoral en cours en Centrafrique? Qu'est-ce qui véritablement va se jouer le 28 décembre 2025 dans ce pays de l'Afrique centrale? 4 Centrafricains avec moi pour en parler. Sonia Bindoumi, vous êtes vous membre du pôle des communicants de la diaspora du MCU France. MCU, c'est le mouvement Cœur Uni, le parti au pouvoir. C'est tout naturellement que le Conseil constitutionnel centrafricain a validé la candidature de Faustin Archange Touadéra. Le président sortant, vous êtes un grand soutien. Vous êtes un grand soutien de l'homme dont vous défendez le bilan. Mais qu'est-ce qui véritablement se joue en décembre dans votre pays, la Centrafrique? On en parle au cours de cette émission. Merci. Bonjour, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Carole Papenia, vous êtes secrétaire fédérale Europe de l'URCA, puisque la candidature, vous êtes une femme heureuse autour de cette table, puisque la candidature de votre leader a été validée par le Conseil constitutionnel centrafricain. Votre leader, c'est Anissé Georges Dologuéré, Mathurin Dembélé Nakoué, le porte-parole de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, a déclaré ce 14 novembre qu'il faut accepter de tordre le cou à la loi pour préserver la paix. C'est donc pour préserver la paix que la candidature de votre leader a été retenue. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci, Madame Papenia, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Bertin Maboula, vous êtes le coordinateur du pôle action et stratégie du Rassemblement unitaire. C'est une coalition de partis. Vous êtes à cette table l'homme qui regarde tout ça à la fois avec amusement et indifférence. Vous ne voyez aucun sérieux dans ce processus électoral en cours dans votre pays. Vous pensez, tout comme l'ancien Premier ministre Martin Ziguele, que tout ça c'est du sketch. Ce sont ces mots qu'il faut redevenir sérieux et se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel pour vous étant votre pays, la Centrafrique. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci beaucoup. Certainement avec amusement, mais pas avec indifférence. Pas avec indifférence, on en parle au cours de cette émission. Serge Simon Bozanga, vous êtes le président du comité de redressement pour le salut public, CRSP. Vous, votre cas est encore plus compliqué, vous n'êtes pas candidat, mais vous êtes sous le coup d'une condamnation pour plusieurs incriminations, dont entre autres rébellion, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ou même association de malfaiteurs, condamnation que vous jugez infâme. Mais pour vous, il faut calmer le jeu centrafricain et créer un climat qui permette à tous les Centrafricains de s'atteler à la reconstruction de votre pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Madame Bindoumi, on commence par vous. Oui, merci. Vous avez une bonne partie de l'opposition de votre pays qui a décidé de boycotter ce processus électoral en cours, tout simplement parce que le candidat que vous soutenez, qui se trouve être le président sortant, a verrouillé le processus et ne donne aucune espèce de gage de crédibilité, de fiabilité pour le scrutin qui s'annonce, ou du moins qui va avoir lieu le 28 décembre 2025. Qu'est-ce que vous leur répondez? Merci de m'avoir donné la parole. Je pense que l'opposition chez nous mène une politique de diffamation. C'est parce que l'opposition accuse le président de la République pour beaucoup de choses. Et nous pouvons prendre, pour exemple, la dernière fois, ils ont accusé le président d'avoir mis en place une manœuvre pour empêcher certains opposants de ne pas aller à l'élection présidentielle ou aller aux élections. Nous avons vu qu'à tort, le président de la République a été accusé et je pense qu'il mérite des excuses parce que l'opposition avance des choses qui ne sont pas vérifiées. Le président mérite des excuses? Mais oui, il mérite d'avoir des excuses de la part de l'opposition parce que l'effet de se lever et l'accuser de vouloir bloquer certains
adversaire de ne pas se représenter. Et pourtant, à tort, nous avons vu que là, le Conseil constitutionnel vient de nous démontrer que ces gens qui ont mené beaucoup de démarches disant que le président leur empêche d'aller aux élections sont acceptés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des propos vraiment diffamatoires. Et inacceptable pour vous. Et inacceptable Et pour inacceptable. moi. Et je pense que nous sommes un État de droit, nous sommes des gens conscients. Donc nous ne pouvons pas continuer à mener une politique de diffamation contre le président de la République. Bertin Malouba, vous êtes le coordinateur du pôle Action et Stratégie du Rassemblement unitaire. Votre compatriote trouve inacceptable le fait que vous accusez le président sortant d'avoir ou de verrouiller le processus électoral. Elle parle de diffamation et exige des excuses de votre part. Oui, merci pour cette question. Au passage, c'est Bertin Maboula. Ce n'est pas Malouba, mais c'est Pardon, Maboula, Ok, Bertin bien. Maboula. bien sûr. Voyez-vous, ce que je viens d'entendre de la part de la représentante, en tout cas des communicants du MCU France-Europe, est consternant. Parce que, voyez-vous, Touadéra, le président Touadéra, il est président de la République. Bien évidemment, si l'échéance électorale arrive et qu'on doit organiser les élections, cela devrait normalement obéir à un certain nombre de critères, à un certain nombre de dispositions à prendre. Et il n'y a pas de critères? Et ces critères-là, nous aurons l'occasion d'y revenir. Bien sûr. Je pense que les critères démocratiques manquent dans cette consultation qui se pointe. Et il est nullement question, madame, de diffamation. Si l'opposition, dans son ensemble, l'opposition démocratique, pointe un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de manquements, du point de vue juridique et du point de vue démocratique, ce n'est pas une question de diffamation. Le président Touadéra, il est dans son rôle. Et si l'opposition centrafricaine conteste un certain nombre de dispositions qui sont prises par ce régime-là, ce pouvoir MCU, ce n'est pas de la diffamation, madame, c'est tout simplement l'appel à un respect des dispositions du droit. Vous venez de dire, et j'en termine par là, vous avez évoqué que nous sommes dans un état de droit. Mais je suis au regret de constater que l'état de droit a cessé d'exister depuis, puisque la décision que le Conseil constitutionnel vient de prendre est une preuve manifeste qu'effectivement l'état de droit a cessé d'exister. On fait tout comme si la loi n'existe pas dans ce pays et on passe par des conciliabules politiques, je dirais même politiciens, pour essayer d'organiser un scrutin dont le résultat est déjà connu d'avance. Donc ce n'est pas une question de diffamation et nous ne sommes plus en état de droit. Monsieur Maboula, non, rentrons dans le vif du sujet avec des éléments concrets. Oublions la candidature de Anissé Jordologele et de M. Dondré, l'ancien Premier ministre. Qu'est-ce qui véritablement vous fait dire que le processus est verrouillé, le processus électoral en cours est verrouillé? Comme ça, il pourra vous répondre concrètement. Pourquoi vous ne voulez pas participer à cette élection? Le processus est verrouillé tout simplement parce que la situation du pays l'oblige. Oblige le pouvoir en place de passer par un certain nombre d'écueils avant de vouloir aller aux élections. Je vais faire un petit bref rappel. En 2014-2015, lorsque nous étions pendant la période de transition, il vous souviendra, monsieur, que toute la communauté internationale, parce que la RCA était sous tutelle, d'ailleurs, elle est restée jusqu'aujourd'hui sous tutelle des Nations Unies. Tout le monde poussait les autorités de l'époque à aller vers les élections, oui, sachant que, et nous pouvons y convenir tous ici autour de cette table, que les élections ne sont jamais synonymes de démocratie. Et donc, à ce moment-là, les conditions étaient, tous les indicateurs socio-économiques de ce pays étaient dans le rouge. Je passe sur les indicateurs politiques. Et donc, on a poussé les autorités de l'époque à aller vers les élections, mais ces élections n'ont réellement pas résolu les problèmes des Centrafricains. Nous y sommes encore aujourd'hui. C'est vrai. Donc c'est pour ça d'ailleurs que face à l'immensité de ces problèmes, parce que vous voyez, la décision qui venait d'être prise par le Conseil constitutionnel était un acte d'évitement face à l'immensité des problèmes que rencontre le peuple centrafricain. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'opposition au sein du BRDC, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, exacerbée en cela par d'autres plateformes, le Rassemblement unitaire naturellement, et les personnalités indépendantes, nous avons demandé au régime du président Touadéra de bien vouloir réunir toutes les forces vives de la nation. Et d'ailleurs, si vous voyez bien, au sein dans la Constitution, celle des Centrafricains, ce que j'appelle la Constitution des Centrafricains, c'est celle de mars 2016. Il est bien évident, il est bien celle de 2023, vous ne la reconnaissez pas? Non, je ne la reconnais pas. Et je dirais pourquoi. Et je termine en disant ceci. Cette Constitution a prescrit un dispositif en cas de crise, en cas de dysfonctionnement, en cas de beaucoup de problèmes, de réunir le président de la République
a cette obligation de réunir toutes les forces vives de la nation autour de la table pour trouver les voies et moyens de sortie de crise de façon consensuelle. Et c'est pour ça que nous avons toujours exigé, il y a de cela bientôt 3 ans, un dialogue politique inclusif qui devait permettre à toutes les entités politiques du pays, y compris les groupes armés que j'appellerais républicains. Parce que vous voyez, vous pouvez faire la paix seulement avec vos ennemis, vous ne faites pas la paix avec les amis. Donc, autour de cette table, il devait y avoir tout le monde, et c'est cette manière-là qu'on devait parvenir à la paix. Avant de passer la parole à Mme Papenia et à M. Bozanga, Mme Bindoumi, excusez-moi, le vrai problème a commencé peu avant déjà l'adoption de la nouvelle constitution, mais cette nouvelle constitution, votre opposition la rejette. On a toujours souhaité un dialogue inclusif, et là, vous avez décidé d'aller à une élection en excluant des pans entiers de la vie politique centrafricaine. On va dire ça comme ça, puisque les Martin Ziguélé et même lui représentent des Centrafricains. Il a fallu de peu pour Anicet Georges Dologuélé. On reviendra à vous tout à l'heure, Mme Papi. Pourquoi ce forcing politique alors qu'il y a une demande de dialogue? J'aimerais rappeler que le président Touadéra, c'est un président démocratiquement élu. Il a été élu dans les urnes par les Centrafricains. Donc, je suis désolée d'entendre mon frère confondre une période de transition à une période électorale où le président a été démocratiquement élu. Mais donc, à l'époque, on sait que le territoire centrafricain, on sait quel pourcentage du territoire centrafricain était libre et avait fait cette élection. Hein. Je suis d'accord. Ah, d'accord. Mais le président est à son 2e mandat déjà. Oui. Il a été réélu 2 fois déjà. Oui. Et le frère a parlé, il a soulevé ce problème de dialogue. Je pense que la RCA, c'est un pays de l'Afrique centrale qui a connu beaucoup de dialogues politiques qui essaient de rassembler. Aujourd'hui, je pense que le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, mène une politique qu'on appelle la politique de main tendue. C'est un rassembleur. Le président, il tend la main à tous ceux qui veulent revenir dans la République. Vous pouvez donner des preuves. Ça fait 3 ans qu'il demande le dialogue. Qu'est-ce qu'il a fait pour convoquer le dialogue à Bangui? Pendant son premier mandat oui? de 2013, le président a organisé un dialogue dans lequel C'est vrai. Voilà. Il a organisé un dialogue avec tout ce monde. Enfin, oui. Donc, on a entendu l'opposition où le BRDC était présent. Beaucoup de membres du BRDC étaient présents à ce dialogue. Mais aujourd'hui, la RCA n'a aucun autre problème que nous connaissons, n'a pas de problème. Mais le Premier ministre a quand même accepté d'entendre les membres de l'opposition du BRDC. Quand on parle de dialogue, ce n'est pas la forme, ce n'est pas dialogue pour le dialogue. C'est dialogue pour aborder de façon ouverte et avec un esprit ouvert les problématiques de la Centrafrique. Mais convoquer un dialogue et être fermé et ne pas entendre les propositions des autres, ne pas faire en sorte que les autres participent, ça n'a plus... Non, je pense que le Premier ministre centrafricain a appelé tous ses représentants de l'opposition. Ils se sont parlé, ils se sont entendus avant pour aller aux élections. Mais certains, on n'a empêché personne pour aller aux élections. Parce que la preuve est que Dologuélé, qui était membre du BRDC, fait partie des candidats pour l'élection de décembre. Donc, le président Faustin Archange Touadéra ne fait aucune barrière. S'il y avait une barrière, on ne peut pas voir qu'il y ait 7 candidats pour ces élections de 2025. Très bien. Donc, écoutez, à ce stade, on va faire circuler la parole. On reviendra en détail sur les points d'achoppement, parce que des points d'achoppement, il y en a beaucoup. Oui. Madame Papenia, alors vous... Anicet Georges Dologuélé, le président de votre parti, a été in extremis validé ce 14 novembre pour participer à cette présidentielle. Mais dans le contexte que vous connaissez, c'est quelque chose qui vous satisfait? Je suis satisfaite effectivement que la candidature du président Anicet Georges Dologuélé ait été validée, mais cela ne veut pas dire que nous cautionnons la constitution de 2023, si on peut appeler cela une constitution, vu toutes les démarches qui ont été faites pour l'élaborer. Ça a été une constitution élaborée en catimini. Il n'y a pas eu de consensus. Les partis d'opposition n'ont pas été conviés à l'élaboration. Donc, comme on a l'habitude de toutes les manières avec le pouvoir de Touadéra et du MCU, ils ne prennent pas en compte les autres composantes de la société centrafricaine. Si on n'est pas MCU, on n'est pas entendu. Donc la candidature de M. Anicet Georges Dologuélé n'est autre qu'une volonté de défier
Touadéra sur son terrain. Nous avons... C'est comme ça que vous présentez la chose. Effectivement, nous avons à plusieurs reprises, ça ne veut pas dire on cautionne ce qu'il fait, bien au contraire. Depuis 2016, nous sommes dans l'opposition, nous sommes farouchement opposés à la politique de Faustin Archange Touadéra. Nous voulons juste le défier sur son terrain et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous tenons un discours rassembleur. Nous attendons que les autres composantes de l'opposition nous rejoignent parce que nous n'avons pas le choix. Faustin Archange Touadéra est un dictateur, quelqu'un qui ne respecte pas la loi, il fait les choses à sa manière. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de présenter notre candidat pour aller l'affronter sur son terrain. Madame Papenia, abordons les choses dans leur profondeur. Vous pensez vraiment que... Vous ne pensez pas qu'en validant... excusez-moi, je vous ai parlé de votre compatriote qui a dit ce 14 novembre qu'il faut accepter de tordre le cou à la loi pour préserver la paix. Vous n'avez pas le sentiment que dans ce jeu, c'est Anissé Georges Dologuélé est en train d'utiliser comme un fait-valoir? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Vous avez effectivement tout à l'heure cité M. Jim Belenako, que je connais très bien. Je pense que ce monsieur n'est pas un exemple de vertu ni de valeur. Excusez-moi le terme. Moi, je vous laisse la responsabilité de vos jugements. Il n'est pas la candidature de M. Anissé Georges Dologuélé n'est autre qu'une envie de délivrer la Centrafrique. Vous savez, dans la France sous occupation allemande, personne n'avait cru à l'appel du général de Gaulle. Et pourtant, nous savons ce que ça a donné aujourd'hui. C'est une belle comparaison. Nous n'avons pas à rougir de notre position et nous allons nous battre jusqu'au bout. Serge Simon Bozanga, vous n'êtes pas du tout candidat, vous n'étiez même pas dans l'optique d'être candidat. Quel regard vous portez sur ce processus électoral enclenché qui déjà fracture davantage la Centrafrique? C'est vraiment un regard vraiment désabusé. Vraiment désabusé. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est malheureux d'en arriver là. C'est malheureux d'en arriver là parce que dans notre pays, le gros problème de nos hommes politiques est de ne pas tenir la parole donnée. Et la parole donnée via la Constitution est de pouvoir faire 2 mandats. On prête serment, on dit je fais 2 mandats, après 2 mandats je m'en vais. Après 2 mandats, le président Touadéra ne veut pas partir et s'accroche au pouvoir. Là est le nœud du problème. Ensuite, en modifiant la Constitution pour se représenter pour un 3e mandat, comment voulez-vous que les autres partis politiques qui disent, bon, ok, et les autres l'avaient accompagné. Souvenons-nous en 2016. Faites le compte. Lorsque on était en 2015, il y avait 30 candidats. 30 candidats en 2016. En 2020, c'était descendu un peu plus de la moitié, 17 candidats. Et aujourd'hui, 7 candidats. Il y a un désengouement. Les Centrafricains, Touadéra a détruit la démocratie par sa dictature, par son imposition. On ne parle pas de diffamation, madame. Touadéra, aujourd'hui, tient la Centrafrique d'une main de fer et ne veut pas lâcher le pouvoir, modifiant le nombre de mandats, la durée de mandat pour s'éterniser au pouvoir. Voilà ce qui fait que l'opposition dit, écoutez, s'il a envie de continuer à rester là, nous, on ne participe pas, on ne va pas cautionner cette mascarade électorale. Voilà ce que je vois. Ensuite, deuxièmement, c'est très mal organisé. L'ANE aujourd'hui... L'autorité nationale des élections. Le fichier électoral, on ne sait pas où est-ce qu'il en est. L'affichage des listes électorales dans les bureaux de vote, on ne voit pas ce que ça donne. Et on suscite, on pousse la population à dire le président Touadéra est candidat et on le soutient. Maintenant, regardez même parmi les 7 candidats qu'il y a, le seul qui peut être potable ou l'un des deux, entre Marie Dondra et Anissé Georges Dologuélé. Mais le reste... Djori Serge, un ancien ministre de Touadéra. Ça, on appelle des candidats de paille. Vous voyez, tout comme Reboas, Aristide. Oui. Ce sont des candidats de paille qui sont là pour meubler la galerie et dire que voilà... On ne va pas dénigrer les candidatures dans cette émission. Ils sont centrafricains. Ils sont centrafricains, mais on connaît leur passé et on connaît leur activité au sein du gouvernement parce que ça a été des ministres qui ont géré des portefeuilles. Djori à la communication et Reboas en tant que ministre de la jeunesse. On a vu ce qu'ils ont fait. Et ceux-là se présentent pour être président de la République.
Je ne refuse pas leur candidat, c'est leur choix, c'est leur destin, on pourra le dire. Ils ont le droit d'être candidats. Mais nous pouvons comprendre que c'est plutôt un jeu du pouvoir d'avoir des gens au niveau régional, etc., pour avoir des voix et se faire réélire. Mais le Ça, nœud c'est du votre- problème, oui. le C'est nœud le- du oui. problème, c'est Oui. plutôt cette candidature, Alors, troisième mandat, nous- comme ça se fait un peu partout, un peu en Afrique malheureusement, et qui entraîne ce désaveu au niveau donc du processus électoral. Madame Bindoumi, il y a un débat qui nous Oui. rattrape. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, d'accord. Mais de toute façon, je vais d'abord répondre à Madame Carole. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas écorcher votre Madame nom. Pe- comme Pe- vous dites. Pépinia. Papenia. Ah, pardon, Papenia, vous excusez-moi, voyez. voyez, Pour ne pas écorcher j'aurais le dû nom, ne pas je prendre- peux, si vous me permettez, je vais vous appeler Oui. Madame Carole. Quand Madame Carole dit que son parti, le URCA, ne reconnaît pas la Constitution de 2023, mais qu'ils vont se représenter pour défendre une démocratie, je veux bien qu'elle m'explique parce que je n'arrive pas à comprendre cette phrase. Parce que je vois que le candidat Dologuélé a respecté les conditions pour aller aux élections. Ah bon? En respectant la Constitution, il a renoncé à sa double nationalité. Ça fait partie de cette nouvelle Constitution. Non. Donc, ça fait partie. Pourquoi on nous dit qu'on a dû tordre le cou à la loi pour valider sa candidature? Mais non, mais c'est la Constitution de 2023 qui demande, pour être candidat pour l'élection présidentielle, il faut avoir une seule nationalité. Et le candidat Dologuélé a renoncé à sa double nationalité pour garder la nationalité centrafricaine pour aller à cette élection. Donc, en renonçant à sa nationalité française, je pense qu'il a respecté une partie de cette Constitution. Il a fait une nouvelle demande de la nationalité centrafricaine? Non, madame. En renonçant à sa nationalité française, il ne devient pas automatiquement centrafricain. La loi, Oui. attendez, monsieur, La loi de 1961. de 1961, Oui. a déjà cité, mais comme a dit, Oui. parce que M. Dologuélé, vous savez, il a mené beaucoup de démarches pour, C'est vrai. sans pour autant écouter d'abord la décision du Conseil constitutionnel. Hein. Oui. C'est ce que je vous ai dit. Oui. Ils inventent des choses, ils ont des solutions, ils font beaucoup de choses, l'opposition. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est Touadéra qui était en train de mettre en place des manœuvres pour pouvoir les bloquer et tout, mais ça n'a pas été vérifié. La preuve est que la Ligue sud-africaine des droits de l'homme qui a mentionné que comme cette loi de 1961 Oui. n'a jamais été, n'a jamais été appliquée. Est-ce que vous comprenez? Cette loi date de 1961, mais pourquoi- cette loi n'a jamais été appliquée. Mais cette loi a été juste retranscrite dans la nouvelle Constitution. Et comme M. Dologuélé a toujours été candidat, sous cette loi, c'était comme ça que la Cour constitutionnelle a accepté sa candidature. Mais la décision de la Cour constitutionnelle, c'est une décision de justice. Et comme nous ne sommes pas des juristes, je n'aime pas parler à la place des juristes, mais je veux dire que c'est contradictoire de dire que je ne reconnais pas une constitution, mais il a abandonné le BRDC. Il a trahi le BRDC pour aller se représenter sur cette constitution. Donc je pense que c'est déjà accepter cette constitution. Sinon, il devait faire comme tous les autres opposants, de ne pas aller aux élections. Donc c'est un peu, j'arrive pas à comprendre ces gens de URCA. Si elle peut m'expliquer. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique qui tient un quadruple scrutin présidentiel, législatif, régional et municipal le 28 décembre 2025 qui seront donc 2,3 millions d'électeurs centrafricains à se rendre aux urnes pour élire leurs représentants. Alors, Anissé Georges Dologuélé a-t-il trahi le BRDC? Oui, répond Madame Sonia Bindoumi dans la première partie de notre émission et vous êtes interpellée, et Madame Papenia dans cette deuxième partie puisque vous êtes du parti de Anissé Georges Dologuélé qui visiblement aurait trahi ses camarades, ses compagnons. Vous savez, politique. Je ne suis pas surprise de ce que Madame Bindoumi vient de dire. Nous avons l'habitude, avec ce pouvoir de Faustin Akonche-Touadéra, cette habitude de manipuler les esprits, cette habitude d'extrapoler les choses. Le BRDC, donc le Bloc républicain pour la défense de la démocratie, de la Constitution de 2016, avait une ligne de conduite. Nous faisons partie de cet organe-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons pris la décision et nous sommes un parti politique. Nous sommes un parti politique libre, vous voulez dire. Voilà, nous sommes un parti politique libre de prendre nos décisions. Le Congrès a accepté, a validé la candidature de M. Anissé Georges Dologuélé. Donc, nous ne pouvons pas demander la permission au BRDC avant d'aller aux élections. Mais s'il y a une chose qui nous lie, et c'est ce qui fait peur au pouvoir de Touadéra, c'est notre volonté de l'évincer du pouvoir. Il n'y a jamais eu de trahison. Nous avons adhéré au Bloc républicain en toute, comment je pourrais dire, en toute responsabilité, voilà. Et nous avons décidé de nous retirer en toute responsabilité. Ce n'est aucunement une trahison. Bon. Et notre seule volonté, la seule volonté qui anime le président Anissé Georges Dologuélé, c'est d'évincer Touadéra de ce pays. Mais on peut poser une question de base, Madame Papenia. Oui. Qu'est-ce qui hier justifiait votre appartenance au BRDC et qui aujourd'hui n'existe plus, qui pourrait expliquer que vous vous désolidarisiez de ce bloc? Au fond, il y a quoi comme nouvelle situation qui pourrait motiver que vous preniez la décision, comme vous dites, en toute responsabilité, de participer à cette élection alors qu'eux, ils disent non? Mais c'est juste une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. C'est tout simplement une question de responsabilité. Nous avons épuisé, et je pense que mes co-débatteurs ici l'ont précisé, nous avons épuisé tous les mécanismes démocratiques qui étaient à notre disposition lorsqu'on était membre du BRDC. Nous avons réclamé à corps et à cri le dialogue inclusif. Nous avons fait des essayé d'organiser des manifestations qui ont été durement réprimées par le régime de Bangui. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller... Dans ce cas, pourquoi ne pas provoquer le débat au sein du bloc? Poser sur la table la question que nos stratégies politiques doivent évoluer. Aujourd'hui, nous pensons, nous, URCA, nous pensons que la stratégie la plus pertinente, c'est d'accepter d'aller à cette élection. Mais c'est ce qui a été fait. Après, ce débat existait. Nous avons été vers nos anciens camarades, si je peux me permettre l'expression. Nous en avons discuté et comme je l'ai souligné précédemment, l'URCA est un parti politique. Oui. Donc nous avons le respect de notre règlement intérieur, de notre fonctionnement, de nos organes. Et donc, monsieur Anissé Georges Dologuélé ne s'est pas levé un matin sans l'accord du parti politique pour aller se présenter aux élections. Il a été investi par les militants de l'URCA et il a été déjà 2 fois aux élections présidentielles. Bien sûr. Et nous devons, compte tenu de la gravité de la situation, nous devons aller défier Touadéra sur son terrain, tout simplement. Monsieur Bertin, merci. Votre réponse a le mérite d'être claire. Monsieur Bertin, Maboula, vous allez défier Touadéra dans ces conditions, ça ne vous a pas du tout... ça n'a pas du tout été votre stratégie à vous. Vous, votre stratégie, c'est de rester égaux à vous-même pour parler de tous les acteurs politiques que rassemble votre bloc.
Oui, vous permettez quand même que je dise un mot par rapport à cet échange qu'il y a eu entre les deux dames, Sonia et Carole. Oui. Je ne suis pas là pour faire le procès de l'URCA ou Bien sûr, ressasser ce qui ça, se passe à l'intérieur du bien BRDC, etc. Je représente une plateforme politique qui a décidé de garder une certaine cohérence. Parce que voyez-vous, la politique, c'est avant tout une question de cohérence. Cohérence dans les idées, cohérence surtout lorsqu'on s'est donné des objectifs à atteindre. On se donne tous les moyens. Les moyens ne sont pas égaux, j'en conviens. Mais en tout état de cause, nous avons décidé de garder cette cohérence-là. Dans le cas contraire, vous devrez inviter ici les turiféraires en fait du parti en question. Bien sûr, nous ferons une édition spéciale. Pour discuter de cela. Ce qui m'intéresse, c'est la question que vous avez posée, et je m'adresse principalement à la représentante du pouvoir qui est en face de nous. La question, elle concerne la décision du Conseil constitutionnel. Nous continuons de considérer au sein du Rassemblement unitaire, mais naturellement aussi au sein du BRDC, puisque nous sommes membres aussi de ce bloc. Nous considérons effectivement que la décision a été tout sauf une décision de droit. Parce que le Conseil constitutionnel devrait rendre justice, devrait dire le droit. Or, la décision qui nous a été imposée est plutôt un acte qui va au-delà du cadre juridique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, M. Maboula? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas regardé, si on devait regarder tous les critères d'éligibilité des uns et des autres, oui. Naturellement, cette question de naturalisation, de centrafricains, d'origine, etc., devait être mise sur la table. Parce que c'est leur constitution de 2023 qui l'a prescrit. Donc on devrait, si tant est que cette constitution est déjà rentrée en vigueur, a été promulguée par le chef de l'État, on devait tout simplement respecter les conditions qui sont édictées dans cette constitution-là. Il se trouve, aujourd'hui, le pouvoir s'est rendu compte véritablement qu'il y a crise dans le pays et que la crise continue, la crise perdure. Et on ne peut pas aller à ces élections-là dans ces conditions-là. Nous avons tendu la main pour un dialogue. Nous avons demandé, le BRDC a demandé le dialogue, le Rassemblement unitaire s'est inscrit dans ses pas pour exiger un dialogue. Seule voie pour que les Centrafricains se mettent autour d'une table pour résoudre de manière consensuelle les problèmes qui minent leur pays. Le pouvoir a fait un autre choix. Il a fait un autre choix et il s'est rendu compte finalement que son choix n'est pas pertinent et qu'à un moment, il faut revenir. Alors, c'est que le conseiller spécial du président Touadéra, en l'occurrence M. Ngouandika, quelques jours avant la décision du Conseil constitutionnel, il est venu sur les ondes de la radio, de la télé, pour nous expliquer effectivement qu'il faut tordre le cou à la Constitution. Madame disait tout à l'heure que nous sommes dans un état de droit. Mais si véritablement nous étions dans un état de droit, il était hors de question de tordre le cou à la Constitution. Voilà une Constitution qui est votée par référendum, par voie référendaire, promulgué par le chef de l'État, et voilà ce même chef de l'État qui laisse libre cours à tous les aventuriers. M. Dimbélé Namkoué, que vous venez de citer, il est l'un des pourfendeurs de sa propre constitution, de manière à ce qu'on nous amène maintenant sur un terrain purement politique, je dirais même politicien, pour essayer d'arranger un cartel de participants à ce scrutin. Vous considérez que le président a influencé la décision du Conseil constitutionnel? Mais non, je ne le pense pas. Je reprends les termes même du conseiller spécial. Le conseiller spécial, il parle dans la bouche du président de la République. Il a même dit qu'il a rencontré le chef de l'État 3 ou 4 jours avant son intervention sur les ondes. Donc je ne pense pas. Je dis ce que le conseiller spécial l'a dit. En tout cas, c'est une stratégie politicienne qui consiste à contenter un certain nombre de candidats pour participer à ce scrutin. En fait, ces candidats-là, ils sont les marchepieds. Moi, je peux considérer que ce sont des marchepieds pour légitimer une mascarade électorale. Parce que moi, je considère qu'il n'y a pas véritablement élection dans ce pays. On reviendra sur ce point. Madame Bindoumé, avant que je ne passe à M. Bozanga. La problématique, elle est simple. Il y avait une crise en Centrafrique. Et deux faits sont venus alimenter davantage cette crise. Il vient de le dire. Qu'est-ce qui a justifié en 2023 que le président change la Constitution
pour être aujourd'hui candidat pour un 3e mandat. Il a dit Oui. que le vrai problème... lui répondre, oui. Allez, répondez par rapport à ça. Merci, Ça répondait à quel besoin? Voilà, merci beaucoup. Mais quand j'entends mes compatriotes disent que le président a changé de constitution, je me suis dit, mais c'est pas au président. C'est pas le président qui change une constitution. C'est qu'il y a eu un vote, il y a eu un référendum. Ah oui, il y a eu un voté. référendum, oui. Mais si les Centrafricains avaient voté non, cette constitution ne sera pas adoptée. C'est acceptable comme réponse. Oui, donc c'est parce que les Centrafricains... Vous partez du postulat que le c'est les référendum a été... Centrafricains qui ont choisi de voter un référendum pour changer leur constitution. Non, c'est la majorité. Comprenez C'est la ma majorité. question. Oui. Avant que les Centrafricains ne disent oui, ou bien n'aient dit oui, qu'est-ce qui a justifié l'idée même de prendre l'initiative d'une nouvelle constitution? Vous savez, si on Ça remonte répondait à à quel l'histoire de besoin? notre pays, la RCA a connu beaucoup de crises. C'est vrai. Et puis le président Touadéra a pris son pouvoir après une transition. C'est vrai. C'est-à-dire juste après le coup d'État de 2013. Donc cette constitution ne rentre plus. Là, il y avait une constitution juste préparée pour le mandat, pour la transition. Mais quand on rentre dans un état de démocratie, quand le président est élu démocratiquement, on ne peut pas continuer de gérer un pays sur une constitution de transition. Mais c'est au prochain président d'en décider. Lui, il fait ses 2 mandats. Mais lui, il a fait son 2 mandats. Oui. Il a proposé une nouvelle constitution sur une nouvelle base parce que la RCA commence à retrouver la paix et sa restauration. Donc, il a fait une constitution avec la Cour constitutionnelle. Ils ont fait une constitution. Mais cette constitution a été votée et donne maintenant l'opportunité au président Touadéra de se représenter pour son premier mandat de la 7e République, c'est-à-dire que nous avons changé une république. Vous citez la Cour constitutionnelle, Madame Bindomi. Oui. La présidente s'est opposée. On a vu le sort qui lui a été Après, la présidente, elle a été opposée. C'est la présidente de Cour constitutionnelle, je respecte beaucoup, c'est une grande dame. Ah oui, Elle était il faut Mais la le problème, respecter. c'est que quand elle était en fonction, elle n'a jamais parlé. C'est quand elle a eu son départ à la retraite qu'elle commence à nous faire des déclarations que moi, je trouve graves. Parce que pour une personne qui avait sa position, pour une personne de son posture, elle avait le pouvoir de faire de mener des actions juridiques si elle subissait des menaces du pouvoir. Mais ce n'est pas après avoir terminé sa fonction qu'elle va aller faire des déclarations que je ne suis pas en train de la juger de mensongère, mais on peut le dire parce qu'elle a mené... mais si elle avait été un soutien du président, elle serait encore en poste aujourd'hui. ça, c'est ce que vous pensez. Ah oui, mais, non, je pose... Mais elle n'était pas la seule. On est d'accord. À la retraite. On est d'accord. C'est beaucoup de gens de sa génération qui ont été... Excusez-moi, il n'y a pas de... Oui, allez-y, très Juste rapidement. pour revenir sur ce que Madame Bindomi dit, moi je suis un peu stomaqué. Elle dit le président élu fait sa nouvelle constitution. OK, il fait une nouvelle constitution parce que la précédente était celle de la transition, Oui. alors qu'elle sortait du forum de Bangui. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui. Mais ma question est la suivante. Pourquoi ne l'a-t-il pas faite dès son premier mandat, puisqu'elle n'était pas bonne? Il a fait un mandat pendant 5 ans. Il jure cette constitution. Il refait encore un autre mandat 5 ans. Et c'est au bout de 10 ans qu'il va changer la constitution? Elle va vous répondre. Quand le président Touadéra déjà a pris son pouvoir, nous voulons savoir ce que le pays était au bout du gouffre. Il n'y avait rien, parce que c'était un pays qui sortait de la guerre, d'une crise qui était vraiment très, très, très grave. C'est la plus grande crise que la RCA ait connue depuis toutes les crises que nous avons connues, de 2013, où il y a eu des tueries de masse et tout. Donc, quand il était arrivé, il y avait une urgence. Il faut mettre en place un état de droit. Il faut mettre en place, comment on appelle, il faut qu'il cherche une politique adaptée pour rassembler. Donc, il y avait une autre urgence que de voter une nouvelle constitution. Donc, d'abord, il y a la sécurité. Cette urgence, quand tu viens de prendre un pouvoir où il y a plus de 13 groupes armés que tu dois contrôler, il n'y a pas de sécurité. Donc, je pense que pendant son premier mandat, le président n'avait pas la constitution comme une urgence à gérer. Et je pense que pour un chef... Il s'est d'abord occupé de la sécurité, la paix, de son pays. Le rassemblement. Je pense que c'est des choses qui sont tellement urgentes qu'une constitution. Et donc, dans son deuxième mandat, on peut parler de la constitution. Donc, je pense que c'est juste une question de timing. Et il n'y avait aucun intérêt personnel Non, je crois pas. Non, c'est pour l'amour de la Centrafrique. C'est pour l'amour. C'est le président du peuple. S'il vous plaît. Oui, avant que Madame puisse parler. En tout cas, franchement... je pense que vous sortez beaucoup de choses, vous dites beaucoup de choses. D'ailleurs, je dois rappeler que le président Touadéra n'a pas pris le pouvoir après la crise Séléka. Il y a eu une transition de 2 ans entre temps. J'avais cité. Avec, effectivement, voilà. Michel. Avec Mme Samba Panza. Voilà. Deuxièmement, pendant cette période, il y a eu du travail qui a été fait.
Et le président a hérité d'un pays au sortir d'une période de transition. D'accord? Vous avez cité que le pays était sous la gouvernance des Nations Unies, donc c'était une... Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes toujours... Et le mandat vient d'être renouvelé. Nous sommes toujours. Point encore. Nous sommes toujours sous tutelle des Nations Unies, si vous ne le savez pas. Donc, en tout cas, ce que vous dites, tout ce que vous racontez, madame, vous passez à côté. En fait, vous évitez les vrais problèmes. Nous allons peut-être y revenir, puisqu'il sera question de parler de votre bilan. D'accord? Donc, moi, je dis ceci. Ce qui est simple. Parce qu'il y a une supercherie qui nous a été vendue par votre constitution de 2023. C'est laquelle? Cette supercherie, elle est simple. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui. Si le président Touadéra a décidé entre-temps de faire ce référendum, en tout cas de demander cette consultation-là, il y a eu consultation selon vous. Finalement, nous contestons les conditions dans lesquelles cette consultation avait eu lieu. Finalement, vous avez dit qu'il a été voté. Cette constitution a été votée. Soit. Par les Centrafricains. Ça a été voté, soit. Et cette constitution, que dit cette constitution? D'ailleurs, je rappelle qu'il a prêté serment sur une constitution qui a prévu un quinquennat de 5 ans. Sous la 6e République. Attendez, on ne parle pas de 6e, 5e. Je peux même vous parler que nous sommes plutôt à la 7e République alors que vous parlez de 8e ou 9e République. La question n'est pas là. Okay. La question n'est pas là. Nous étions sous le règne d'une constitution du 30 mars 2016. Cette constitution avait prévu un régime de 5 ans. C'est ça. Le président, il prend le pouvoir en 2016, il prête serment, une première fois, et une deuxième fois, puisqu'il y a eu des élections entre-temps en 2020, même dans les conditions rocambolesques, etc. Finalement, tout le monde a accepté de fait. Nous avons accepté de fait. D'accord? Tout ça, c'est pour permettre au moins de garantir la paix dans le pays. Alors, entre-temps, il décide de lancer une nouvelle constitution. Cette constitution, janvier, a été votée. Il prévoit un régime, un septennat. C'est un régime de 7 ans. C'est ça. Je vous pose la question, madame. Ne voyez-vous pas qu'il y a une contradiction? Lorsqu'on parle du scrutin en 2025, décembre 2025, on parle plutôt... Pourquoi on va aux élections en 2025? Parce que la Constitution 2016 avait prévu un régime, un quinquennat de 5 ans. C'est pour ça que nous allons aux élections en 2025. D'accord? Entre-temps, vous avez cette Constitution de 2023. Il y a combien il y a 2-3 ans de cela. C'est ça, Donc, 2023. s'il faut respecter, puisqu'il a déjà promulgué cette Constitution, s'il fallait respecter cette nouvelle Constitution, je ne vois pas pourquoi on nous pousse à aller aux élections maintenant. Parce que c'est 7 ans. Alors, à ce moment, il faut attendre 2030 pour aller aux élections. Je vous ferai l'économie des milliards qu'on devrait dépenser dans le pays pour organiser. Pourquoi on va aux élections maintenant? C'est parce que nous sommes encore sous le règne de la Constitution 2016 qui a prévu ce quinquennat finissant. En tout cas, ce deuxième mandat de Touadéra finissant. C'est ça, cette supercherie. Donc, il y a 2 constitutions qui se chevauchent. Et je termine ceci en disant quelque chose. Lorsqu'on parle d'aller aux élections, c'est bien sous le règne de 2016. Mais lorsqu'on parle des critères d'éligibilité des candidats, d'organisation de ce scrutin, on fait appel à la Constitution 2023. Donc il y a chevauchement des 2 constitutions. J'appelle ça une supercherie politique. Et ça, il faut en sortir. Donc, je vous dis, madame, tout ce que vous dites, c'est pour maquiller 10 années, je dis bien 10 années de mandat, de quinquennat, de gabegie, de jouissance, de désordre. De danse. Allez, voilà. Donc aujourd'hui, parlons des choses sérieuses. On n'est pas là à regarder le sexe des gens. Il faut voir la réalité en face. Je peux répondre? Avant que vous ne répondiez, il faut qu'on fasse circuler la parole. Madame Papenia, vous avez fait un choix politique qu'il faut respecter. Votre parti est un parti qui fait ses choix en toute responsabilité. Vous pensez aujourd'hui que, parce que ce choix politique peut être difficile avec le temps, vous pensez aujourd'hui que la situation est telle qu'Anissé Georges Dologuélé peut remporter cette présidentielle face au président Faustin Archange Touadéra? Vous savez... Vous pouvez? Nous avons confiance en notre candidat, mais surtout nous avons confiance aux Centrafricains. Voilà. Quand le président Anissé Georges Dologuélé a décidé quand le parti l'a investi et que nous avons décidé d'aller à ces élections, vous voyez que ça a perturbé profondément le pouvoir en place. Il ne s'y attendait pas. La Constitution de 2023 dont on parle a été calqué sur mesure pour s'adapter au cas de Dologuélé. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un challenge et c'est une responsabilité vis-à-vis de l'histoire. C'est lui qui était visé. Mais il n'est pas le seul. Hein. Oui, mais le principal opposant, la seule alternative, la personne que Touadéra craint, c'est Anissé Georges Dologuélé. Il fallait lui barrer la route. Dans le subconscient de M. Touadéra, il ne pouvait pas imaginer que Dologuélé puisse un jour renoncer à sa nationalité française. Mais quand on
notre destin est de gouverner un pays. Qu'est-ce que vaut la nationalité française face à la détresse Bien du peuple sûr. centrafricain? Bien sûr. Voilà, donc nous avons confiance aux Centrafricains, nous parlons aux Centrafricains et nous sommes sûrs d'avoir une adhésion à notre projet. Centrafricains. Le moment viendra où nous allons décortiquer notre projet de société Bien sûr. et nous sommes sûrs, vu le bilan catastrophique des 10 années de Touadéra, de l'adhésion des Centrafricains à ce projet de société. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Le pays tient un quadruple scrutin présidentiel, législatif, régional et municipal le 28 décembre prochain. Mes 4 invités centrafricains sont toujours avec moi pour parler cette fois-ci de l'état dans lequel va laisser le président actuel Faustin Archange Touadéra. Dans quel état se trouve la Centrafrique aujourd'hui? Quel bilan faire de l'homme? On commence par vous, Serge Bozanga, avant de donner la parole à Madame Bindoumi qui voulait donc qui vous répondra. Vraiment, c'est avec beaucoup de regrets que je dirais que ce bilan, il est véritablement catastrophique. Mais vous ne vivez pas en Centrafrique. Je ne vis pas en Centrafrique. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on est étranger aux problèmes qui se passent dans notre pays. C'est vrai. J'ai quand même de la famille qui vit là-bas. Bien sûr. J'ai de la famille qui est menacée. D'accord? Et donc moi-même, parce que sous le coup de condamnation, donc le bilan est catastrophique parce qu'il y a une confiscation du pouvoir. Il y a une dictature qui est là. On a vu la Constitution qui est bafouée. Constitutions, déjà de 2016 et même de 2023. Aujourd'hui, selon les articles de cette nouvelle Constitution qui a été promulguée, les binationaux n'ont pas le droit à des postes de responsabilité dans le pays. De haute responsabilité. Oui, de haute responsabilité. Ça veut dire quoi? Ministre, etc., député. Qu'est-ce que l'on voit? On a des ministres qui sont toujours binationaux et qui sont au gouvernement. Dans cette constitution... En violation de la Constitution. Ah oui, en actuelle. violation de cette constitution de 2023. Elle va vous répondre. On nous dit que, par exemple, il faut nommer un vice-président de la République. La constitution est promulguée depuis 2023 et il n'y a pas de vice-président de la République. Qu'attend le président Touadéra? Vous voyez, autant de choses qu'il faut. On dit que l'armée monte en puissance. Mais quel est l'état de l'armée centrafricaine au bout de 10 ans? Avec l'UTM qui est passé par là, avec la MINUSCA qui est sur le territoire, et avec les Rwandais et les mercenaires de Wagner. L'armée est en lambeaux. L'armée est en lambeaux. L'armée raquette. L'armée elle-même tue. L'armée elle-même elle est soumise. On a sous-traité l'armée centrafricaine, notre armée nationale, les FACA, aux étrangers. Monsieur Bozanga, Et ça, on nous dit que l'armée monte en puissance. On va respecter l'armée centrafricaine. Oui. Ces gens, ces braves gens, ces braves centrafricains qui sont prêts à sacrifier leur vie pour la Centrafrique. Qui la sacrifie? Pas qu'ils sont prêts, ils la sacrifient. sacrifie, c'est ça. Et l'État n'est doit même louer, pas prêt. on doit Quand même il y a des prisonniers de guerre des prisonniers qui sont pris dans des provinces, tout ça, par les groupes armés, l'État ne vient même pas au secours de ces personnes-là. Elles sont complètement laissées à l'abandon. D'accord? Et avec ça, on nous dit que l'armée monte en puissance. Des jeunes sont formés et au bout de 3 mois, ils sont envoyés sur le terrain. Ce sont des chairs à canon. Après 3 mois de formation Après seulement. 3 mois de formation, ils vont sur le terrain. Et ils sont laminés par des gens qui sont aguerris par les armes.
Madame De quelle armée parlons-on? Et à côté de tout ça, vous nous dites, votre président a fait un travail remarquable. Monsieur Bozanga est l'exemple typique de l'opposition de chez nous. Ils font des déclarations, toujours des déclarations, mais il n'y a jamais de preuves. Ils vont vous dire ici qu'on a tué tous les Centrafricains, mais vous allez jamais, quand vous allez partir au pays, vous allez voir que les Centrafricains sont là. Donc c'est pourquoi je vous dis, l'opposition chez nous mène une politique de diffamation. Mais le sujet est grave quand même. Oui, le sujet est grave. On parle d'un sujet très grave. Je vais revenir dessus quand monsieur Bolanga parle. Je pense que, comme je dis, je ne suis pas juriste, mais je pense que je suis en train de dire que nous sommes sous la 6e République. Je m'explique. Les gens, ils disent que, mais pourquoi il y a encore les députés qui sont là? Pourquoi le président encore fonctionne? Je pense que nous sommes en train de finir la 6e République. Et en décembre 2025, nous allons rentrer dans la 7e République. C'est vrai que la Constitution a été votée en 2023, mais ça va prendre effet en décembre 2025. Je vous parle de la vie, du quotidien des Centrafricains. Oui. La cherté de la vie. Est-ce qu'ils se soignent? Est-ce qu'ils arrivent à manger 3 repas par jour? Est-ce qu'ils ont l'eau? Est-ce qu'ils ont de l'électricité? Merci. On va laisser la Constitution. Donc, je vais on va pas s'en social. sortir. Monsieur, merci beaucoup pour cette question parce que je sais, vous savez, je suis né et grandi en Centrafrique. J'ai fait toutes mes études en Centrafrique. Oui. Donc, je suis capable de vous expliquer. Je suis en France depuis 9 ans. Oui. Donc, je peux vous expliquer. Mais là, l'ONU vient de prolonger le mandat de la MINUSCA d'1 an parce que l'armée centrafricaine n'est pas encore en situation de prendre... Je m'explique. Oui. Là, en 2023, l'armée centrafricaine est quasiment inexistante. 2023 En 2013, autant pour moi. Après le coup d'État de 2013, l'armée centrafricaine est quasiment inexistante. C'est vrai. C'était la MINUSCA qui avait pris le relais pour sécuriser le pays pendant la constitution de Mme Catherine Samba-Panza. C'est vrai. Et quand le président Touadéra est venu, je vous ai dit qu'il a fait de la sécurité, c'est-à-dire le maillon de sa politique. Il a essayé de restaurer la sécurité et la paix en Centrafrique. Laissez-moi vous dire, vous dites, parce que je ne sais pas si vous connaissez la guerre. Moi, j'ai connu la guerre. Mais quand ça tire dans tous les sens, vous n'aurez même pas l'appétit de mettre quelque chose sous la langue. C'est vrai, je suis d'accord. On est d'accord. La sécurité est capitale. C'est vrai. Mais si le président, je pense que l'effet de ramener la sécurité et la paix, le Sud-Africain peut dormir chez lui. Monsieur, moi j'ai dormi dans la brousse. La faim tue aussi. Hein. J'ai dormi, c'est ça ce que je dis. Le Sud-Africain peut dormir chez lui. Le Sud-Africain peut maintenant avoir de l'eau potable. Je pense que c'est déjà... Actuellement, aujourd'hui, tous les Centrafricains. Elle déblatère des énormités. Hein. J'ai dit la majorité. C'est catastrophique. Tous les Centrafricains ont accès. Non, mais vous n'avez pas dit. La majorité des Centrafricains. La majorité des Sud-Africains ont aujourd'hui accès à l'eau potable. Et le président, je vais répéter, quelqu'un parlait des militaires, mais aujourd'hui, l'armée sud-africaine a triplé d'effectifs. Donc ça, grâce à nos alliés de la MINUSCA et la Fédération russe, l'armée sud-africaine a triplé d'effectifs en 9 ans. Donc ça, il faut le soulever. Richard, si tu permets une seconde. Il y a eu beaucoup... Elle répond d'abord. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Si on veut parler comment on appelle, le côté social. OK, côté social maintenant. Comment on appelle, le président a créé des dispensaires. Il a recruté, il y a eu beaucoup d'intégration pour avoir des personnels soignants. Ça, il faut le dire. Beaucoup de médecins ont été formés sous le président Touadéra pour pouvoir apporter des soins. Aujourd'hui, je vous parle, mais comment on appelle la consultation en RCA, elle est gratuite pour avoir des soins. Quand un Centrafricain tombe malade, il se rend à un dispensaire, il est pris en charge sans qu'on ne lui demande s'il a de l'argent sur lui. Oui. C'est ça. En Centrafrique aujourd'hui. En Centrafrique aujourd'hui, monsieur. D'accord. Il faut le dire, il y a eu beaucoup d'améliorations. S'il te plaît, Richard, oui. Je vais juste te dire quelque chose. Il y a eu deux événements. Mais alors vraiment une seconde. 30 secondes. Lorsqu'elle parle de la santé, il y a eu le drame du lycée Boganda. On a vu comment il n'y avait aucun moyen pour emmener même des enfants du lycée à l'hôpital. D'accord. Un autre, c'est un ministre. Qui, parce que sa nièce est décédée dans un bloc, va fermer le bloc opératoire. Et ça, c'est sous le régime de Touadéra. Et quand elle dit qu'il faut des preuves, ça, ce sont des preuves. Et qu'elle aille, comme elle dit qu'elle n'a pas de preuves, qu'elle aille à Obo, Zemio, Bambouti, Djema, dans l'Est, dans le Hombomu, et voir comment les gens souffrent là-bas, comment les Wagner et les militaires centrafricains tuent la population, brûlent des cases, provoquent des exils qui sont de l'autre côté envers la RDC. Voilà ce que j'avais à dire. Ça, ce sont des preuves. Va là-bas et tu comprendras. Mais monsieur, je vais revenir. Pour revenir sur l'exemple, c'est parce que je dis l'opposition. Je ne sais pas où l'opposition tient ces informations. Tu sais, je vais revenir sur le cas de ce service. Mais il faut te documenter. Qui était fermé à l'hôpital communautaire. Le service n'a pas été fermé parce qu'une personne est décédée. Le service était fermé parce que ce service
il doit y avoir des travaux de rénovation, ce qui a été fait, et on a vu la cérémonie. Non, c'était pour des enquêtes. Ça a été fermé Donc, pour enquête. Vous voyez le décalage entre l'opposition, il va vous citer quelque chose, mais la réalité, elle est différente. C'était pour des travaux. Ça a Voilà, été fermé c'était pour les travaux. Voilà. Alors, je suis estomaquée. Allez-y, et puis je suis estomaquée de ce que peut dire la personne qui représente le MCU. Nous ne pouvons pas parler comme ça de la misère de tout un peuple. On ne peut pas parler avec autant de légèreté de la mort des Centrafricains. Vraiment, en toute honnêteté, hein, je suis plus que ému. On ne peut pas parler de la mort. Quand elle dit qu'aujourd'hui, les Centrafricains ont accès à l'eau potable, si vous allez en République centrafricaine aujourd'hui, l'une des maladies qui tue, c'est la fièvre typhoïde. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Je ne sais pas d'où, tout le monde se bat pour avoir un forage qui coûte, je crois, le prix basique 2 ou 3 millions de francs CFA. Le Centrafricain ne l'a pas. Donc, du coup, ceux qui ont les moyens de se faire un forage, en font bénéficier tout le quartier. La dernière fois, le pouvoir en place a été inauguré comment on appelle ça, un puits en pompe, là, ce qui existe dans les pays désertiques, en pleine capitale. Une adduction d'eau. Voilà, en pleine capitale, toute une délégation de gouvernement se déplace. Ah, ça, à Bangui. Mais je vous dis, C'était un forage, madame. Mais c'était un forage, mais madame. justement, Ça sert à rien de dénigrer le puits. C'est ça le problème de l'opposition. Mais si, Ils confondent. C'était un forage, madame. Nous sommes en 2025, madame. Le parti au pouvoir a donné plus de 12 forages. Je vous ai C'était à pas donné la Bangui. parole. Oui, à Bangui. Attendez On que va la je laisser finisse mon finir. argumentation, s'il vous plaît. C'était à Bangui. Mais n'appelez pas un forage un puits. Mais oui, mais laissez-moi finir mon argumentation. On connaît vos manières au MCU. Ici, nous sommes dans un pays civilisé. Donc, respectez les gens. On va se calmer. Oui, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est là où je suis scandalisée. On parle de l'hôpital, des hôpitaux en République centrafricaine. Il n'en existe pas. C'est des mouroirs. En République centrafricaine, il suffit de déclarer une maladie, de se rendre à l'hôpital. Il faut être sûr que la personne va sortir mort. Il n'y a pas de véritables soins, c'est du bricolage. Je loue justement les médecins, les infirmiers, tous les personnels de santé qui travaillent dans ces conditions-là. Ils n'ont pas les moyens, ils font ce qu'ils peuvent. Et justement, en 10 ans de pouvoir, on ne peut pas nous dire qu'on s'est seulement focalisé sur amener la paix. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de crépitement d'armes à Bangui qu'on peut parler de paix. Hein. Comme l'a dit la Centrafrique, ce n'est pas que Bangui, effectivement. Il se limite à Bangui, il protège son pouvoir à Bangui, mais dans l'arrière-pays, M. Bozanga vient de citer le cas de Obo, de l'Est du pays, les gens meurent là-bas. Les Wagner font des exactions. Et tout ça, Touadéra et Sakik est comptable. Ils ne peuvent pas aujourd'hui venir nous dire sur un plateau de télé que tous les Centrafricains ont accès à l'eau potable. Ce n'est pas vrai. Elle n'a pas dit ça, elle a dit la grande majorité. Mais c'est faux. Elle a dit la grande. C'est faux. C'est faux. Moi, la dernière fois que j'étais en République centrafricaine, mais j'étais totalement dépaysée. Je me croyais au village et pourtant, je ne suis... C'était à Bangui. À Bangui, les gens vivent dans une misère sans nom. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un Centrafricain peut faire 3 repas par jour. Ce n'est pas vrai. Vous savez, le Centrafricain se lève le matin, il essaye de donner ce qu'il trouve à manger à ses enfants et ils appellent ça un coup KO. Donc, les enfants qui vont à l'école vont attendre 14, 15, 16 heures pour manger une fois y aller dormir. C'est scandaleux. Voilà. Et vous, aujourd'hui, Mme Binoum vient sur un plateau nous dire que le président fait un bon travail. Les hôpitaux chez nous sont des mouroirs. On ne peut pas se soigner convenablement. Nous avons la chance ici, en France, nous voyons ce qui se passe. Tout à l'heure, le cas des enfants de Barthélemy, du lycée Barthélemy Boganda a été soulevé. Des enfants qui sont allés passer le bac, des adolescents qui sont allés passer le bac. Il y a eu un mouvement de panique. Ces enfants-là, on a comptabilisé, je crois, plus d'une vingtaine de morts. Et vous savez comment on les a acheminés à l'hôpital? C'est via les taxis-motos. Des taxis-motos. Les blessés? Tous les blessés, c'est par solidarité. Oui. Parce que ces taxis-motos aussi sont des jeunes. Il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a eu aucune ambulance. Aucune ambulance. Nous sommes en train de parler de la situation d'un pays qui est rempli de mines d'or, de diamants et de pétrole. Comment on peut expliquer ça, monsieur Bertin Maboula? Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question. Vous savez, je reviens à madame qui représente le pouvoir. Vous savez, à écouter tout ce qu'elle vient de nous raconter, permettez que je partage une opinion. C'est laquelle? Vous savez, ce qui me revient à l'esprit, c'est Pierre Desproges.
Pierre Desproges, vous savez, c'est cet humoriste français. Anticonformiste et spécialiste de l'absurde. Et ce Pierre Desproges, il disait ceci, il disait qu'on reconnaît, il avait une fois de plus raison de dire qu'on reconnaît un con au fait qu'il ose tout. On reconnaît un con au fait qu'il ose tout. Voyez-vous, madame, cette désinvolture impertinente. Bon, on va ne pas dire. On va rester. Oui, je parle dans la bouche de Desproges. C'est pas moi qui parle. C'est Desproges qui parle. Voyez-vous cette désinvolture impertinente, pour ne pas dire la bêtise du MCU, c'est toujours Desproges qui parle. Je me fais le porte-voix. C'est l'opposition, on fait l'habitude. C'est Donc, l'opposition chez nous. C'est pas la présidence de la République. C'est ça. Oui, je disais que cette désinvolture impertinente, pour ne pas dire la bêtise du MCU, ne recule plus devant rien. Devant rien. Voyez-vous, madame, aucun respect, aucune indignité, aucune honte, aucune retenue ne viendrait dans l'esprit de ceux-ci, de ces gens-là qui nous gouvernent. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça pourquoi? Parce que, voyez-vous, on est face à une énormité de problèmes dans ce pays. Et moi, la personne qui vous parle, moi j'ai travaillé dans ce pays, j'ai travaillé pour la coopération Union européenne-Centrafrique. Je connais tous les indicateurs socio-économiques de ce pays. Si je devais y rentrer, on ferait une émission jusqu'à 23h minuit. D'accord? Je fais l'impasse sur les données. D'accord? Ça va peut-être distraire nos auditeurs pour rien. Mais je reviens à ce que je voulais dire. En tout cas, l'idée, elle est importante à saisir, madame. Pardon. Ayez un peu d'indignité. Monsieur... Ayez un peu de honte. Parce que, voyez-vous, ceux qui nous gouvernent, ils passent leur temps à danser cette danse endiablée du jour le jour. Du jour le jour. Cette danse endiablée. Et d'ailleurs, laquelle danse profane se poursuit même dans sa version. Je finis dans sa version sacrée, au point que le chef d'État nous gratifie de cette danse sacrée le dimanche. Et ça se passe devant l'Éternel. Donc, je ferme la parenthèse. C'était une opinion que je partage. Maintenant, je reviens au bilan, s'il vous plaît. Je reviens au bilan. Voyez-vous, les indicateurs sont là. Je n'écris rien. Il suffit de taper dans le portail moteur de recherche. Vous allez voir tous les indicateurs socio-économiques dans notre pays. D'accord? Et si on devrait retenir seulement quelques-uns des indicateurs. Voyez-vous, madame, au sortir de la période de transition, on partait d'un taux de croissance de moins 36%. Vous savez ce que c'est? Un taux de croissance, c'est-à-dire que l'économie s'est effondrée, mais c'était la banqueroute totale, moins 36%. En 2015-2016, lorsque vous arrivez au pouvoir, le président Touadéra, j'étais l'un de ceux qui l'accompagnaient à ce moment-là. D'accord? Le pays s'est relevé à 5,4% de taux de croissance. C'est un exploit pour la sous-région. Mais les problèmes d'insécurité étaient très importants. À ce moment, les problèmes étaient avec une acuité un embargo sur les armes. Avec un embargo sur les armes, avec une acuité particulière. Oui. Mais le pays, quand même, pendant cette période, s'est relevé à hauteur de 5,4% de taux de croissance. Lorsque vous avez pris le pouvoir, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ce taux ne fait que se dégrader. Au point qu'on arrive aujourd'hui à un taux de croissance projeté pour 2025 à combien? À 2,1%. Pour finalement s'établir à 1,7%. Mais en face de cela, quand vous voyez l'inflation, vous prenez le taux d'inflation, même si vous faites un point de croissance avec un niveau de pauvreté pareil, le point de croissance est mécaniquement absorbé par la cherté de vie, par la cherté de vie. D'accord? Donc, pardon de dire ceci, madame, parce que je pense que c'est comme si c'est une injure faite à l'intelligence collective. Monsieur, et à la situation de... Monsieur Maboula, à la décharge de madame Bidoumi, qui est minoritaire autour de cette table, il faut le déplorer. Vous êtes au pouvoir, il se trouve qu'il y a plusieurs compartiments de l'opposition dont je suis obligé d'inviter tout le monde, puisque ici, tout le monde a droit à la parole. Quand même, monsieur Maboula, la difficulté quand on prend le pouvoir en Afrique, c'est qu'effectivement, on s'attend à ce qu'on résolve tous les problèmes en même temps. Mais nous sommes quand même, il faut le dire à la décharge de madame et du président centrafricain, nous parlons quand même d'un pays qui était occupé, je ne sais pas, aux 2/3. 90%. 90% quand il a pris le pouvoir. Pour développer la Centrafrique, il faut que la Centrafrique existe d'abord. Et il y avait une hostilité à l'international qui était terrible. Oui. Personne ne voulait lui donner des armes.
On sait ce qui s'est passé entre votre pays et la France après le départ de l'opération Sangari, ça s'appelait à l'époque. C'était compliqué. Il a fallu jongler avec les Russes, etc. pour sécuriser. Ce n'est pas simple non plus. Est-ce que ça, c'est un aspect qu'on peut prendre? Alors, je le dis comme ça parce que c'est important aussi d'ajouter à côté de la critique que pour développer un pays, il faut que le pays continue d'exister. Et ce n'était pas évident. Vous avez peut-être d'autres éléments de réponse à apporter. Permettez quand même que puisque vous venez de poser une question assez intéressante, je ne vous laisserai pas dire, mais je pense que vous n'avez pas ça dans vos intentions. Vous m'excusez, oui. Faire penser que ce pays n'existait pas. D'ailleurs, je n'ai pas entendu ça d'ailleurs dans la bouche de madame. Non, je parlais de la sécurité, de l'aspect sécurité. Très bien, mais très bien. Oui. Voyez-vous, en fait, un pays ne vit pas seulement sous l'angle sécuritaire. Parce que si on devrait se contenter d'un calme ambiant, d'un calme précaire dans la capitale, parce qu'en fait, la capitale Bangui représente toute la République centrafricaine, du point de vue de madame et du point de vue du pouvoir. Parce qu'on est dans un conformisme ambiant au niveau de la capitale, et puis on se donne l'illusion de croire que ce pays va bien, que tout va bien dans le pays. Mais vous parlez de sécurité, madame. Juste un dernier argument, et je vais vous laisser la parole. Monsieur Bozanga a menacé dans l'une de mes émissions, je ne sais plus c'était en quelle année, que la CPC. La CPC. J'étais porte-parole. Il était porte-parole de la CPC, que la CPC était à quelques kilomètres de Bangui et qu'ils vont marcher. C'est peut-être ça aussi qui doit... Non, mais ce que je... Mais la CPC était repoussée. On te laisse terminer. J'aimerais finir. Oui, allez-y, je suis très rapide. Cet argumentaire qui consiste à dire, oui, et la sécurité dans le pays, etc. Mais je vais vous dire, monsieur a parlé tout à l'heure de Bambouti. Bambouti, c'est une ville de la République centrafricaine qui se trouve à l'extrême sud-est du pays, à environ 1400-1500 km. Madame, vous parlez de santé. Savez-vous que Bambouti, c'est 12 000 habitants? Est-ce que vous le savez? 12 000 habitants. Et sur 12 000 habitants, on a un dispensaire. Pas un hôpital. Un dispensaire. C'est-à-dire une officine de santé. Voilà. Qui n'a pas de médecin, qui n'a pas de personnel soignant, etc. Un dispensaire pour 12 000 habitants. Combien même que les normes internationales en matière de qualité de soins, c'est un centre de santé pour 3 000 habitants. Pour 3 000 habitants, vous êtes obligé de mettre un centre de santé. Nous avons une population de 12 000 habitants, et aujourd'hui, et j'en termine par là, aujourd'hui, le président Touadéra, puisque nous avons cette problématique avec nos contemporains, nos concitoyens azandés de cette région-là, et le président Touadéra vient de décider d'envoyer un contingent de Wagner sur place. Et ceci arrive, et ça c'est un scoop que je vous réserve, madame. Ils arrivent, et ça c'est factuel, vous pouvez chercher l'information, ils arrivent dans le pays, mais nous avons des traditions. Puisqu'il n'y a pas de santé dans le pays, qu'est-ce qu'on fait? On nous scarifie. Bien sûr. On nous scarifie pour mettre du charbon, absolument, pour mettre des potions. Ça marche, voilà. Souvent. Et ça marche souvent. Oui, oui. Et donc, dans cette région, même que ce soit dans le nord, à Vakaga, la Haute-Koto, Bamingui, Bongoran, c'est comme ça. Nous avons tous été nés et grandis avec ces pratiques-là. Oui. Alors, il y a quelques scarifications sur le corps. Les Russes, ils arrivent, ils trouvent des bonhommes, on vous demande de vous déshabiller. Ils vous déshabillent de force, hein. Et dès lors qu'ils trouvent des scarifications sur vous, on vous prend, on dit que vous êtes des combattants, c'est vous qui faites ceci, et hop, c'est comme ça que ça se passe. Alors que c'est une tradition qui est ancrée dans nos gènes, scandaleux. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand vous parlez de sécurité, madame, c'est pas la sécurité physique, il y a une sécurité physique, mais il y a une sécurité qui est là, sociale. Absolument. Merci. S'il vous plaît, Richard, je voudrais juste quelques secondes dire qu'à la décharge, non. Le président Touadéra était Premier ministre du président Bozizé pendant 5 ans. Ça, c'est aussi vrai. Quand il s'est porté candidat en 2016, il connaissait les problèmes du pays. Vous avez un programme politique. Donc, pour moi, non, il était bien au courant. Deuxièmement, maintenant, pour arranger tout ça, après moi, je pense qu'il y a 3 choses à faire. Il faudrait restaurer, il faudrait rassembler. Même cette élection doit rassembler les gens, doit rassembler les Centrafricains. C'est une fête. Les élections, c'est une fête. Il faut rassembler, réconcilier les Centrafricains. Même l'opposition armée, les politiques, on doit se réconcilier et restaurer la République. Je pense qu'il faut cet apaisement et même une loi d'amnistie pour que vous puissiez, effectivement, pour tout le monde, les groupes armés, etc. Pourquoi ils déroulent le tapis rouge à des mercenaires étrangers et les propres fils du pays, comme l'ancien président Bozizé, n'a pas le droit de pouvoir rentrer dans son pays. Donc il faut une loi d'amnistie pour amnistier tout le monde et non pas justement faire le choix entre des étrangers et les fils du pays. Merci. Merci vous. Maintenant, si jamais Anicet Jordologele arrive au pouvoir, au soir du 28 décembre 2025, c'est un appel que vous
auquel vous êtes attentive? Mais totalement, justement, nous, la candidature d'Anissé Georges de Guélé n'est autre qu'une candidature d'apaisement de la société centrafricaine. Quand nous accéderons à la magistrature suprême, le premier volet, c'est d'apaiser la société centrafricaine. C'est décrisper, c'est pacifier la société centrafricaine, parce que nous avons débattu longuement ici sur la Constitution de 2023. C'est une Constitution chrysogène, discriminatoire, qui a divisé les Centrafricains. Et nous devons abroger cette Constitution pour pouvoir restaurer la paix. Merci. Et effectivement, comme M. Bozara vient de le souligner, il est important de faire revenir dans la République toutes les composantes, notamment les groupes armés. Je pense ici au général Bozizé, je pense ici à M. Karim Mekassoua. C'est des hommes qui ont servi cette nation. Bien sûr. Nous avons eu à la tête de l'État... Michel de Todia. Effectivement, nous avons eu à la tête de la République Jean Bédel Bokassa. Il est rentré chez lui, il a été jugé chez lui, condamné. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, Madame Binoui ne peut pas nous tenir un discours de président qui tend la main. La paix, c'est un comportement. Absolument. Et M. Touadéra n'a jamais eu ce comportement de paix. Merci. C'est très clair. C'est très clair. Je vous laisse malheureusement. On est à la fin. Ce que je voulais dire, oui, je sais bien. En fait, tout ce que les collègues viennent de dire, c'est ce que l'opposition a toujours demandé. Oui. Ce sont ces sujets qui devaient être débattus au sein de ce qu'on appelle le dialogue politique inclusif que le pouvoir a refusé. Je vous laisse le dernier mot. Merci. Je pense que le président Touadéra, depuis son premier mandat, mène une politique de main tendue. Et cette politique a aidé à réconcilier, à réconcilier le peuple. Je pense que nous allons continuer dans ce sens, parce que nous voyons que le bilan est positif. Je dis que tout n'est pas bon, mais le bilan du président est positif. Et je veux qu'il continue comme ça, à mener cette politique. C'est de la propagande. C'est de la propagande. Ramène la paix et la restauration dans notre pays. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est la fin, mesdames et messieurs. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour a été consacré à la Centrafrique. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Nous sommes désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique, canal 573, et en France sur Free, canal 426. Encore une fois, merci de rester fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.